Premier roman est à nouveau Angelo Davi de Valère Bernard. La sortie du livre audio Angelo Davi, édité par le CEPDOC d'Aix-en-Provence, et l'invitation de Jean-Marie Ramier à le présenter, m'ont permis, je dois l'avouer, de découvrir ce roman de Valère Bernard qui a tout l'air d'être un premier roman. Cet ouvrage, écrit en 1887, était resté inédit et, ce qui est plus curieux, absent des bibliographies de Valère Bernard, jusqu'à son édition par le comité Valère Bernard en 1996, à peu près 100 ans plus tard. Voilà. Mais j'avais raté cette publication. Je connaissais de Valère Bernard les deux piliers de son œuvre romanesque qu'il avait publié de son vivant, Bagatoum, 1894. Je l'avais lu dans l'édition originale en bibliothèque, en fait, au Sido à Béziers, dans les années 80, parce qu'on ne pouvait pas trouver ces ouvrages ailleurs qu'en bibliothèque. Et Liboumian, qui était paru quelques années plus tard, en 1904-1905. Puis j'avais lu aussi les nouvelles de la Férule, mais c'était à peu près tout ce que je connaissais de l'œuvre romanesque de Valère Bernard, et j'ai relu un peu les critiques diverses. Personne ne parle d'Angelo Davi. Voilà. Par la suite, donc, le comité Valère Bernard, sous la haute direction de Paul Nougier, a entrepris de faire connaître toute l'œuvre littéraire de Valère Bernard en rééditant des ouvrages introuvables, comme ceux que je viens de citer, accompagné de traductions et de notes, et ce travail est vraiment remarquable pour faire connaître Valère Bernard, et en éditant des ouvrages inédits. Ainsi, par exemple, en 1982, a été publié Juga Dupla Felibre, qui est là, par le même comité Valère Bernard, roman tardif écrit en 1930, sorte de rétrospective largement autobiographique et parfois grinçante, nourri de la longue expérience du Félibrige de son auteur. Valère Bernard était en effet membre du Félibrige depuis qu'il était sorti du lycée, à peu près en 1879. Il était au lycée Thiers à Marseille. Et le Félibrige dont il fut capoulier longtemps, de 1909 à 1919. On peut voir la photo de Valère Bernard prononçant, comme il était capoulier en 1914, aux obsèques de Mistral, de Frédéric Mistral. C'est lui qui prononce devant la mairie de Mayenne le discours d'hommage. Il est resté félibre toute sa vie, fort attaché à Marseille. Il faisait partie de l'Escolo de la Mar et formé à l'école du réalisme marseillais. Mais Valère Bernard était ouvert à tout ce qui dépassait ce réalisme et cet attachement même à Marseille, attentif qu'il était à tous les courants dynamiques d'où qu'ils viennent, en particulier au catalanisme, porteur des énergies de la Renaissance. Il a adhéré aussi à la naissance de l'occitanisme. Il fut président d'honneur fondateur de la Società de Studi Occità en 1930. Valère Bernard est né en 1860 et il est mort en 1936. Toute une vie consacrée à l'art, comme on dit. C'est peu dire. Valère Bernard fut un grand artiste toujours insatisfait, toujours en quête de nouveaux moyens d'expression, de nouveaux styles. Peintre, aquafortiste, poète, romancier, menant tout de front. Son idéal, il l'exprime dans son discours de réception à l'Académie de Marseille en 1903. Son idéal, c'était l'artiste de la Renaissance, celui qui, je cite, vivant au milieu de ses concitoyens, partageait tous les enthousiasmes, toutes les passions de son époque, vibrant à toutes les émotions. Il les exprimait en œuvres immortelles. Sa curiosité inquiète parcourait le champ entier des connaissances humaines. Animé par une activité sans bornes, il aimait vivre dans la société des savants, des hommes de lettres, aussi bien que parmi les gens du peuple et de métier. La diversité des domaines où chacun pouvait s'investir témoigne de ce qu'il appelle cette germination de vie active et ardente, qui lui correspond, cette expression lui correspond parfaitement bien, dans une époque d'éclectisme fécond, tout à fait à l'opposé, dit-il, de la spécialisation qui règne de nos jours. Il écrivait ça donc en 1903. Alors venons-en au sujet, c'est ce court roman, Angelo Davi, court roman qu'il écrivit en 1887, donc j'ai dit, à son retour de Paris, où il avait passé 2 ans. Il avait été reçu aux Beaux-Arts de Paris,
Et il y a passé 2 ans, 82-83, 2 années très très fructueuses, auprès de maîtres comme Alexandre Cabanel et Puvis de Chavannes. 2 années où il fut l'ami des peintres. Alors il a rencontré là tous les Marseillais, presque plus facilement à Paris. Il dit on se regroupait par province, et c'est vrai, les étudiants de Paris vivent toujours par province. Donc tous les peintres marseillais, Paul Guigou, Pierre Pujol, Marius Bartalo, étaient ses amis, et ils ont continué à s'écrire et à se fréquenter, bien sûr. Ensuite, il fréquentait aussi beaucoup les faits libres de Paris, au premier rang desquels il y avait Paul Marieton. Puis il y avait aussi Paul Arène, Maurice Faure et bien d'autres. Donc, il retourne à Marseille, il s'y installe, ayant déjà publié, il avait déjà commencé à écrire en provençal. Un premier recueil de 6 poèmes, Libalado d'Aran, qu'il a publié en 83 à Paris, qui est marqué par un symbolisme albigéiste et la lecture des troubadours. Il écrit aussi l'année suivante, en juin 84, un poème qui s'appelle L'Icadarao, et qui est publié, alors il est écrit à Paris en juin, c'est daté de juin 84, et il le publie à Montpellier. Et il est dédié de façon très, élogieuse et différente à Tourtoulon, Charles de Tourtoulon, qui avait fondé dans les années 70, avec tout un groupe de Montpelliérains, la Revue des langues romanes. Pour dire que Valère Bernard était vraiment lié à toutes les tendances du félibrige et à toutes les écoles, toutes les grandes personnalités. Alors dans ce dernier recueil, L'Icadarao, les grands thèmes, je l'ai relu récemment, j'étais étonnée de voir à quel point les grands thèmes de l'œuvre étaient déjà tous en place. La civilisation corruptrice de l'humanité, l'horreur des villes, les visions apocalyptiques, tout est déjà là, et même le vocabulaire est déjà là, on le verra tout à l'heure. Alors donc ce retour à Marseille marque pour Valère Bernard le début d'une intense production dans tous les domaines. Il s'occupe de vivre de son art, ce qui n'est pas tout à fait évident au début. Il partage un atelier avec le peintre Reynaud. Il vit de commandes et de travaux de décoration. L'art nouveau, cet art dans lequel il s'engageait, était aussi un art comme les pré-raphaélites, qu'il connaissait bien d'ailleurs. Marieton lui a envoyé de Londres des photos des pré-raphaélites. Donc ils vivent de travaux de décoration, et c'est de cela qu'il vit beaucoup au début. Il se convertit à la taille douce et au vernis mou pour la gravure. Il fréquente tous les milieux, comme c'était son idéal, on l'a vu, les cercles faits libres bien sûr, les cafés populaires aussi, où se tiennent des réunions de camarades. On a dit souvent que Valère Bernard est un fait libre rouge, si on veut. Il fréquentait beaucoup le milieu socialisant. Et il fréquentait aussi les salons, les grands salons férus d'occultisme post-nord de Marseille. Et alors, dans Angèle Davy, on voit, on sent tout cela en arrière-plan, le passage à la prose. Quand je ne sais plus où j'ai lu, que quand il parle de Bagatoun, il y avait longtemps que j'avais envie de faire un roman en provençal. Ce roman, il n'en a visiblement pas parlé, il l'a gardé manuscrit, mais on l'a, et c'est très intéressant de le lire. C'est le passage à la prose, son premier passage à la prose. Donc, la localisation marseillaise, la fréquentation des peintres marseillais font que ce roman porte la marque de ce temps d'acclimatation, de sensibilité aux lumières, aux atmosphères, mais aussi de ce qui va le marquer toute sa vie. C'est Soubiran qui dit Valère Bernard, c'est un broyeur de noir, cette espèce de pessimisme, de noirceur profonde qui quitte son caractère. Angèle Davy, c'est d'abord une écriture de peintre. Si on écoute le début de ce roman, qui donc a été enregistré, c'est une scène quasi virgilienne avec le retour au village des travailleurs des champs qui ont les outils sur l'épaule. On voit les ombres qui s'allongent au soleil couchant, le village qui peu à peu s'anime, qui sort de son étouffement, le tout baigné dans une espèce de poussière blanche qui sera comme un leitmotiv dans le roman. Je lis peut-être la traduction la traduction de ce passage.
Peu à peu, les travailleurs des champs, avec leurs pioches et leurs râteaux sur l'épaule, rentraient à la maison. Les mules chargées de bois frappaient les rues pavées avec les fers de leurs sabots. Le soleil disparaissait bien loin, du côté de Marseille, faisait des apparitions dans les nuages rougeoyants. L'ombre grandissait sur la plaine comme une fumée tombant du ciel, comme un voile. Le village, étouffé à présent dans sa poussière blanche, comme mort sous un soleil de feu, semblait renaître, avec le ding-dong des brebis à sonnaille, la plainte de l'angélus et les parfums de thym de la brise crépusculaire. Vraiment une écriture de peintre, une écriture d'épine. On peut illustrer ce passage d'un tableau de Paul Guigou, justement, qui s'appelle Les collines d'Allot, qu'on trouve dans le grand livre de Jean-Roger Soubiran, le paysage provençal et l'école de Marseille. C'est la Provence solaire, avec des ombres blanches. On aurait pu prendre n'importe quel autre tableau de Loubon, de Grésy ou d'Ingalière, de Monticelli peut-être aussi. Il y a des lettres, il y a toute une correspondance à étudier, je crois, de Valère Bernard, je ne sais pas si ça a été fait, mais je n'ai pas l'impression, entre ces peintres, Valère Bernard et ses peintres. Un peu plus tard dans le roman, au 4e chapitre, intitulé Loup cousine des Marcilles, on voit arriver de la ville 2 peintres amateurs. On les voit avec leurs fourniments, ils posent leur chevalet sur le motif, la route au premier plan, la Bastide à l'arrière-plan. Et puis, en entrant dans le village, on suit le regard de ces peintres. Alors, à la fois un peu ironique de la part de Valère Bernard, mais en même temps presque fraternel. On voit les peintres qui regardent tout le village passionnément. Ils rentrent dans les maisons, ils voient dans la cuisine où tout est nickel, tout brille, ils voient les reflets, les effets de réel, la lumière traversante dans le moulin, les cuves, les presses en activité. Tout le long, on suit vraiment leur regard. Et puis, ces peintres expriment des nostalgies de campagne. Ils disent « Oh, nous, on aimerait bien venir vivre là, voilà, c'est là qu'est la vérité, c'est pas à Marseille. » Avec des revendications aussi. On pourrait faire des tableaux à la Millet. Millet, il n'y a pas que les peintres du Nord. Nous aussi, on peut faire du Millet. Et si on regarde, par exemple, le tableau d'Engalière à la Moisson, on voit bien cette transposition des thèmes paysans au travail, avec la lumière du midi. C'est un tableau d'Engalière à la Moisson de 1854. Ainsi, la lumière et les lieux ont une importance prépondérante dans le roman. De l'hiver, au début ça commence, c'est la saison des olives, le moulin est en pleine activité, tout le monde apporte ses olives, et puis attend dans la cuisine que ça soit fait, que la presse soit faite. Jusqu'à l'été, ça finit par une fête de la Sainte-Aloy, fin juillet. Les tableaux s'échelonnent. On a des soleils levants sur les collines qui frôlent les toits du village. On a des visions de Marseille toujours dans le fond, éclairées jusqu'à la mer. On a aussi une très belle scène d'orage d'été. On a encore, et là, il y a dans le livre un pastel de Valère Bernard qui illustre bien un poste de chasse aux oiseaux, toute une scène qui se passe dans ce poste de chasse aux oiseaux, deuxième couverture du livre. Alors voilà, mais au-delà de l'aspect pictural, la proximité de la terre, du terrail, a dans ce roman déjà une valeur symbolique, et qui est assez lourdement soulignée à plusieurs reprises. Il y a même toute ce que l'on appelle une érotisation du paysage, d'Isaac Cantun, des campagnes grasillades, qui suggère une passion diffuse, une force qui trouble tout le monde, les femmes, les hommes, les jeunes, les plus âgés. À propos, par exemple, non pas de l'héroïne, mais de la femme du maire, qui est une jeune femme qui a été élevée à la ville, au couvent, et qui est non moins déclassée que l'héroïne, mais qui est mère d'un enfant et qui se trouve délaissée par son mari. On trouve ce passage que je vais lire. Elisastre perfume, montant de la terre où elle travaille, l'oruscle et l'eau soulève,
aquel silenci estunant que porte l'esprit à la méditation, la sable poudreuse que monte dins oliviers, que donne l'ulu à la farigoule, que plure d'une vigne, que l'armège d'un pin, li baiavo une estrangi guffugi. Dins elle tabé la sable montante. Les arbres parfums montants de la terre en travail, l'ardeur du soleil, ce silence étonnant qui porte à la méditation, la sève puissante qui monte dans les oliviers, donne son parfum au thym, pleure dans les vignes, l'armoie dans les pins, lui donner une étrange envie de s'épancher. C'est traduit à une estrangi guffugi, une étrange envie de s'épancher, c'est un peu faible, et en elle aussi la sève montée. De même dans la cabane d'affût qu'on a vu tout à l'heure, alors que le soleil ça commence au petit matin, il fait un peu frisqué, puis le soleil monte et ensuite la campagne est brûlante, les pins autour grésillent. Au moment où Angèle, l'héroïne, est sur le point de succomber à son séducteur, elle ne succombera pas, la scène érotique est accompagnée d'un commentaire qu'on pourrait dire panthéiste. Air comme un grand murmure, un grand respire de la terre, se réveillant les bras d'un soulève. C'était comme un grand murmure, une respiration de la terre se réveillant dans les bras du soleil. On note une gradation dans le livre entre ces interactions physiques et la nature et les passions des hommes. Dans la scène de l'orage dont je parlais tout à l'heure, les deux personnages, Angelo et Casimir, se trouvent dans une grange derrière le moulin fagigneux, tout est encore carga d'électricità, litron la trepanavo. Les tonnerres, le coup de tonnerre l'a trépané. Les humains sont comme pris au piège, mais les désirs ne sont jamais satisfaits. Cette scène, donc, elle est longue, elle est lourde, et elle est interrompue par le grand-père. Dans ce moulin, tout est ouvert, il y a des portes de tous les côtés. Devant, il y a la maison d'habitation, derrière, il y a les presses, mais tout communique, et puis tout communique avec tout le village derrière. Et devant de la maison communique avec toutes les rues du village, tout le monde entre et sort tout le temps. Ça donne une impression d'intimité violée en permanence. Et il y a ces associations entre la nature et les hommes. Il y a des associations de ce genre chez Zola, dans par exemple La Terre ou Le Docteur Pascal. Car c'est bien de Zola, à mon avis, que Valère Bernard est le plus proche, dans ce premier roman en tout cas. Plus que de Flaubert, bien qu'on ait beaucoup comparé le personnage, et à juste titre le personnage d'Angèle David, à celui d'Emma Bovary, dont elle a le profil de liseuse de romans romantiques. Paul de Kock, Alphonse Karr sont cités, longuement cités même. Et elle est coupée de son milieu, comme Emma Bovary, elle éprouve un sentiment de déclassement. Pour elle, le village est un lieu vulgaire, brutal, elle ne rêve que de s'échapper, que d'aller à la ville. Et on aura dans Jouglar fait libre un personnage de femme un peu semblable à celui d'Angèle David, mais à une génération d'écart, puisque Jouglar fait libre est écrit en 1930 et le contexte n'est pas le même. Mais il y a la sœur du fait libre, du personnage central, qui s'appelle Rosa. Elle est lectrice frénétique, avide de romans à la mode, de romans osés, comme dit son frère, de Victor Marguerite. Et il lui reproche donc tu lis ça, mais oui, je lis ça, elle dit, mais ça vaut mieux que tout ton patois. C'est plus intéressant que tes livres en patois. Et donc, ces personnages féminins sont un peu caricaturaux, un peu simples. Même Angèle David, c'est pas un roman psychologique du tout. Les personnages, la psychologie intervient peu, ce sont des jeunes femmes désœuvrées, narcissiques. Bon, par exemple, dans Angèle David, il y a un personnage de grand-père, le grand-père républicain, il répare, il parle que de ça, que de son passé de républicain. Il y a le patron du moulin et sa femme qui sont arrogants, secs. Il y a le jeune apprenti, Musso, qui est le beau garçon du village. Il y a le maire, donc enfin M. Casimir, qui est un prétentieux, coureur, joueur. Bon, mais pas plus. Les personnages ne sont pas creusés psychologiquement du tout. Bagatelle, c'est la même chose.
ce qui intéresse Valère Bernard dans le roman, c'est l'ancrage sociologique du personnage davantage et la dimension symbolique davantage que le roman psychologique. Parce qu'Angèle Daille est une esquisse romanesque. Comme il y a des études préliminaires de peinture ou de gravure, ce qui est central là-dedans, c'est la tension entre Marseille et le village. Alors, j'ai lu ici ou là qu'on se demandait si ce village est un modèle. Certains disent c'est le village d'Allo, d'autres disent non, c'est le village de Pennes-sur-Lot, peu importe. Comme je disais, la tension elle est sociologique et morale. Elle vient en droite ligne de Gélu, dont le Nouveau Granet, publié en 1859, venait juste d'être réédité. On avait réédité à la mort de Gélu, qui est mort en 85. En 86 paraissent une très belle édition de ses œuvres complètes, donc chez Charpentier. Donc il y a une, on dit on se met à relire Nouveau Granet, et c'est en 87 que paraît Angèle Daille. Noël Granet, Nouveau Granet, c'est un paysan de Vitrolles qui a dû accompagner son patron pour son séjour à Paris. Donc c'est bien le même thème, la ville et la campagne, la ville c'est Paris. À son retour, il raconte tout ce qu'il a vu à Paris, dans la capitale. La ville, le monde moderne l'ont fasciné, comme il fascine Angèle Daille, c'est sûr. Rebuté aussi, son expérience, et surtout il est très heureux de revenir à la vie inchangée et laborieuse du village où il se sent lui-même, à la différence d'Angèle Daille. Tout est plus complexe, bien sûr, chez Valère Bernard. On ne revient pas de la ville, ou si c'est le cas, on revient tellement changé qu'on n'est plus soi-même, on est inadapté. Et c'est le cas dans le roman du personnage du maire, Casimir, qui vient s'installer au village, tout faraud, après des études de droit, après la mort de ses parents. Il dit ah, je vais être bien, je vais être quelqu'un. Effectivement, c'est notable. Mais il continue à jouer. Il va à Marseille, très souvent, il joue, il perd son argent, il ne peut pas rembourser ses dettes. Il s'embarque dans une aventure amoureuse qui le compromet complètement. Il doit tout quitter, sa femme, tout ce qu'il avait plus ou moins construit, sa femme, son fils, sa place. La ville est un gouffre, comme chez Baudelaire à l'époque, comme chez Baudelaire, Tolstoï, Dickens, la ville est le mal en soi, un condensé de vices et de violence. Elle pourrit tout ce qui, par contamination, tout ce qui l'approche. Alors on le voit bien ça, dans plusieurs passages du roman, et particulièrement un passage qui me plaît bien, qui est à la fin, à la Santa Aloy. C'est la fête des animaux domestiques, les animaux avec lesquels on travaille. Il y a les défilés, la carrette au ramasse. C'est très... Par exemple, le Nouveau Granet, quand il rentre dans son village, il y a le troll, il dit vivement la Santa Aloy, que je sorte mes beaux habits, que je mette mes habits brodés, etc. Alors là, la Santa Aloy, ça commence plutôt bien, mais c'est un cauchemar très vite. D'abord, c'est une invasion de Marseillais. Je le lis en français. D'abord, les cloches avaient sonné toute la matinée. On entendait un grand bourdonnement de voix avec un frétillement joyeux. Tout le village était sur son 31. Les omnibus, pleins comme des œufs, se suivaient de quart d'heure en quart d'heure, arrivant de la ville, déchargeant chaque fois une fournée d'anciens villageois, de petits bourgeois, de freluquets, de petits messieurs, surtout de commis, accoutrés à l'anglaise, en compagnie de quelques vauriens. Tout ce monde s'entassait sur la place sous un soleil ardent. De minute en minute, la foule s'épaississait. C'était une enchoyade de chair humaine. Une enchoyade des carres humaines. Il a traduit par enchoyade, je trouve qu'il a raison, parce que c'est vraiment cette espèce de... cette image vulgaire qui arrive tout d'un coup. On voit la chaleur qui monte et les gens qui s'entassent. Bon, voilà, on voit comment la vision se construit avec des buts, un bruit de fond, tranquille, un mot abstrait qui a une valeur de collectif, fringulomen gaudius. Bon. C'est l'écriture artiste au début. Et puis par touches successives, on arrive à ce très lourd, issu de la langue populaire. On dit bien qu'on est spicciac monanchoy. Mais là, il en fait une métaphore très expressive, puissante, limite mauvais goût, difficile à traduire,
c'est ce style-là, cette utilisation réaliste et métaphorique de la langue. Valère Bernard dit que dans le roman, il va cultiver le particulier dans Bagatuni, le réalisme exotique. C'est exactement la manière que Valère Bernard va développer par la suite. Et ce passage me paraît tout à fait dans le ton de ce qui va devenir Bagatuni. Dans Bagatuni, il y a un morceau de bravoure. Bagatuni, ça se passe donc à Marseille, dans le quartier des immigrés. Alors, il y a un personnage central qui est Nifle, un prophète évangéliste inspiré, qui est cordonnier. Et on voit arriver pour les soirées, pour l'écouter parler, pour l'écouter prêcher, la bonne parole, on voit arriver tous les misérables de Marseille. Et alors il y a une description longue, comme ici, mais beaucoup plus longue qu'ici, une description, une énumération justement de tous les miséreux, de tous les infirmes et de toutes les infirmités, avec une espèce de réalisme verbal très fort. Ça, c'est quelque chose, je crois, que Valère Bernard prend à J'ai lu. Cette espèce, J'ai lu, c'est le champion, si vous lisez Nouveau Granet, c'est le champion de l'énumération. Il ne décrit pas, il énumère. Eh bien, il y a un peu de cela chez Valère Bernard. Par exemple, quand il dit, donc il les voit, ils arrivent, on les suit dans les rues, dans les ruelles, et puis après l'atelier est plein, ils s'installent dehors, ils s'installent partout. Et d'Akagassoun, sur les Couradou, qui y a sur le reléissé de la Foigne, a Bouga sur les bancaux de la placette, s'escam barlavo, si mesclavo, aime une gargouille des vermines, et tous accroupis dans les couloirs, juchés sur le bord de la fontaine, entassés sur les bancs de la petite place, se vautrer, se mêler en un gargouillis de vermine. Une gargouille des vermines. Alors, Paul Souchon, qui a été le traducteur de Bagatuni, voilà l'édition traduite par, enfin, le print de la couverture de la deuxième édition, celle qui contient la traduction de Paul Souchon. Donc ce livre, avec sa traduction, a été réédité par, comme je disais tout à l'heure, par le comité Valère Bernard. Alors, sa traduction est jolie, mais il tente toujours un peu à édulcorer. C'est vrai que c'est pas facile de traduire Valère Bernard. Il dit « dans une confusion de crasse et de vermine ». Alors, une gargouille des vermines, gargouille c'est un grouillement, un gargouillis. Hein, comme on a vu dans le Chouillade tout à l'heure, là on a un gargouillis de vermine. Et c'est ça, c'est ce grouillement, ce grouhune, comme il dit souvent, un mot qu'il aime beaucoup, ce grouhune des foules, c'est un thème souvent traité par Valère Bernard dans sa peinture et surtout dans ses eaux fortes. Donc voilà la première de couve de Bagatuni, on voit là un peu cette procession des mendiants. Ça fait penser un peu à Viridiana de Buñuel, ces passages. Et puis là, on peut voir le frontispice qui a été fait spécialement par Valère Bernard pour Bagatuni, où on les voit entassés dans l'atelier de Nifle. Alors on voit bien cette composition binaire avec tout ce côté noir, toute cette foule qui s'entasse, qui est sale, qui grouille de vermine, et puis de l'autre côté, presque avec une auréole, le personnage de Nifle. Alors c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus développé, ce côté réalisme métaphorique, réalisme puissant, que dans Angelo Davi. Mais il y a, comme dans Angelo Davi, toute une séparation entre le mal, la lumière et l'ombre, le bien et le mal. Dans Bagatuni aussi, on a de très beaux tableaux quand il est sur l'Ithéoulis. Il regarde des Théoulis de Marseille, il regarde tout le quartier d'en haut, alors là il voit que le soleil brillant sur les toits jusqu'au port où voient les bateaux. Il y a d'ailleurs, ça rappelle des gravures de Valère Bernard, et la mer dans le fond, une espèce de côté léger et lumineux qui compense la plongée dans le noir, qui est quelque chose d'obsessionnel chez Valère Bernard.
on peut voir cette obsession du mal, de la noirceur dans toute son œuvre gravée, qui est marquée par le côté baudelairien des doubles postulations, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan, à la fois des grandes compositions lumineuses et puis des grandes figures symboliques mythiques, morbides, enfin sinistres, hein, que ce soit Thanatos, Prométhée, le Sphinx, la Méduse, les sirènes, les démons de l'Apocalypse, comme on peut les voir dans les planches de guerre. Il y a guerre, c'est en 1893. Guerre paraît donc pas tellement de temps après Angelo Davi, et fait beaucoup pour le succès de Valère Bernard. À Paris, a énormément de succès. C'est un ensemble de 11 gravures qui mêlent l'image et le texte. Le texte lui-même est gravé, c'est un poème gravé. Le texte fait partie de la gravure. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très particulier de Valère Bernard, le fait que pour lui jamais la gravure n'est une illustration du texte. Les deux sont ensemble, hein, et il faut étudier. Jean-Roger Soubirand, dans son ouvrage, fait une analyse très détaillée de toutes les planches de guerre, mais il faudrait rajouter à cette analyse, disons, iconographique, une analyse poétique, voir comment le texte répond, disons, à la vision, parce que ce sont bien des visions. Il y a un article de Georges Reboul dans les Lettres françaises qui, j'ai pas pu le lire encore, mais dont le titre est très parlant, c'est à propos de Valère Bernard, un visionnaire. Valère Bernard a beaucoup compté pour Georges Reboul, c'est lui qui l'a initié d'ailleurs à l'occitanisme. Donc voilà, on peut voir de la première planche de guerre où on voit le coucher de soleil ensanglanté sur Marseille, Marseille qui va s'endormir au second plan. On voit les cheminées des savonneries, et en haut, ce grand serpent de l'Apocalypse qui domine. Alors, le poème n'est pas très lisible. Par contre, dans l'avant-dernière planche, la planche 10, c'est la peste. Bon, la peste de Marseille, et avec ces figures terribles, allégoriques terribles au premier plan, et à l'arrière-plan, Marseille qui fume, qui est complètement détruit. On voit les maisons qui sont démolies et les fumées qui montrent la fin du monde, quoi. Voilà. Bon, pour une petite incursion dans Guerre qui exprime bien ce côté mythique, obsessionnel de Valère Bernard, et la manière dont il utilise, au-delà du symbolisme, toutes les grandes figures de la mythologie chrétienne et antique. Alors, pour revenir au roman, qui est notre objet premier, on peut dire qu'Angelo Davi inaugure par bien des côtés donc l'univers romanesque de Valère Bernard, son univers romanesque et d'une certaine façon aussi son univers mythique. Alors, il inaugure par un certain nombre de choix esthétiques, on l'a vu, oscillant du réalisme au symbolisme, par les descriptions des lieux, des milieux, des atmosphères. Il inaugure par ses choix linguistiques. Bon, on n'en a pas parlé, mais ce serait à développer. Non seulement il cultive pour son expressivité dans la prose le dialecte marseillais, dans la poésie il utilisait le rhodanien, des faits libres. Mais là, comme tous les faits libres de l'Escole de la Mare, il utilise le dialecte marseillais. Il se montre très sensible au rendu de la diversité linguistique. Selon les situations, déjà dans Angelo Davi, selon les situations, les interlocuteurs,
tel ou tel s'exprime en oc ou en français. Et ce n'est pas par hasard. Hein. La langue est riche de tournures orales. On reconnaît là un début de travail qui sera développé dans Bagatoun. Ce travail d'ailleurs de la langue, il compare ce travail à celui du graveur. La langue est comme une matière sur laquelle on travaille. Dans Bagatoun, il pratiquera abondamment le croisement des langues. Chacun parlera dans sa langue, ce qui exprime la diversité des origines des habitants. Et le fait que le provençal, c'est la langue du peuple, comme toutes les autres, comme le catalan, le génois, toutes les langues que parlent les différents personnages. Troisième aspect de ce côté annonciateur des qualités de romancier de Valère Bernard, ses qualités de dialoguiste. Dans Angel Dave, il y a, comme dans Bagatoun, énormément de dialogues. Et c'est vraiment un très bon dialoguiste. Par exemple, dans les nouvelles, il y a des nouvelles qui ne sont faites que de dialogue. Pas de description, pas de narration. Et je pense à une nouvelle qui s'appelle L'Ancier, l'angoisse, qui ferait vraiment un véritable... C'est vraiment une écriture scénariste. On pourrait prendre pour faire un film. En tout cas, tout passe par la parole. Et enfin, ce qui me paraît aussi typique de l'art romanesque de Valère Bernard, ce sont les thèmes qui sont traités. Nous avons surtout évoqué l'opposition de la ville et de la campagne, thème largement européen. Il faudrait relever le thème, bien sûr, des bougnans, des bohémiens, des nomades, qui interviennent dans le roman. Alors il intervient étrangement dans le roman parce qu'il intervient à la dernière minute, in extremis, entre deux portes, au moment de s'enfuir avec son amant, ce qui est une fin qui n'en est pas une. Ils s'en vont, ils vont à l'étranger. Bon. Angèle, à la porte, donc au moment de partir, elle lui dit entre deux portes, elle lui fait l'aveu de son ascendance gitane. Elle dit ma grand-mère était une gitane et c'est pour ça en fait que je suis tellement dévoyée, que j'ai tellement envie de liberté. Bon, peut-être par excuse. Donc elle invoque cette hérédité. C'est un topo, il ne dit rien, il y a juste ce petit topo, un petit paragraphe. C'est un topo imprévu, maladroit, peut-être une des maladresses, une des plus grandes maladresses du roman, tellement maladroit que Valère Bernard l'a repris ce thème dans une nouvelle intitulée La Romanchelle, avec les mêmes personnages. Le personnage du patron du moulin d'Oli, le personnage de la grand-mère, fugueuse. Dans Bagatoun, on ne dit nulle part que la grand-mère est fugueuse, ni qu'elle est gitane. Par contre, dans la nouvelle, c'est bien, elle s'enfuit dès qu'elle peut, on l'enferme dans sa chambre, c'est affreux. La famille l'enferme dans sa chambre, elle s'enfuit pour retrouver sa tribu plusieurs fois, et là, une dernière fois, elle est très âgée, et les bonnes gens du village participent à la chasse, ils l'attrapent et ils aident à l'enfermer de nouveau. C'est d'une cruauté sans nom. Ce thème des bougnans sera approfondi dans le roman Les Bougnans, qui raconte le désir d'un artiste et d'un anarchiste qui croit trouver la liberté en quittant la ville et en allant suivre les nomades et les gitans dans leur monde. Et puis ils s'aperçoivent, chemin faisant, à la fin du roman, que non, ils trouvent là comme ailleurs la même médiocrité, la même violence, la même folie que dans tous les autres milieux. Ce monde des gitans occupe une place importante dans l'œuvre peint et gravée de Valère Bernard, tout comme il inspirera, on le sait, Joseph Dargaud, Folco des Baroncel. Bon. On peut terminer sur cette photo de Valère Bernard aux Saintes-Maries, assis sur la croix des Saintes-Maries, avec autour des carrioles, des gitanes, des chevaux. Je crois que cette photo est une photo de l'époque d'Angèle David, parce que quand il est revenu, il a fait un voyage à Sainte-Marie avec des amis. Peut-être pas, mais il n'a pas l'air vieux sur cette photo.
C'est bien lui, hein, c'est bien sa silhouette avec son chapeau. Voilà. Ce faisant, ce premier roman n'inaugure pas seulement l'œuvre romanesque de Valère Bernard, il est un acte de naissance, à mon avis, du roman dans la littérature provençale. Naissance tardive, si on la compare à la littérature française, mais phénomène tout à fait nouveau pour la Languedoc où la prose acquiert difficilement droit de cité, à l'exception des proses d'almanach, bien sûr, et des contes ces dernières années du XIXe, où Mistral n'a pas encore publié l'intégralité de ses mémoires y raconte, qu'il a publié dans l'Almanach provençal, mais par petits bouts. Ces dernières années sont marquées par la publication sous l'égide d'Alphonse Daudet de Vie d'enfant de Baptiste Bonnet, 1894, dans le genre autobiographique, Des Rouges d'Aumier de jour de Félix Gras en 1896, 2 ans plus tard. C'est son premier roman, hein, de Félix Gras, Les Rouges d'Aumier de jour. Et pour Émile Ripert, ça marque le début du roman en Provence. Il ne connaissait pas Angèle David. Donc dans le genre historique. On a vu ce que Valère Bernard doit à Gélu, mais Nouveau Granet n'est pas vraiment un roman, c'est une chronique des temps nouveaux, proprement parlé, pas proprement parlé un roman. En fait, on voit ce qu'il doit à sa propre audace d'artiste dans tous les domaines. Je ne comprends pas vraiment pourquoi il a gardé ce roman inédit et secret finalement. Il y a quelques maladresses d'un premier roman, mais il y a quand même tellement de belles choses. Conscient qu'il était de son génie, Valère Bernard, cet homme d'apparence tranquille et réservé, semble avoir d'une certaine façon quand même souffert du cloisonnement qu'il avait lui-même instauré entre ses œuvres. Il a longtemps privilégié, tout au moins dans la réception, son œuvre peinte et gravée à son œuvre littéraire. Dans son discours de réception à l'Académie française dont on parlait au début, c'est à peine s'il mentionne ses écrits littéraires, tout en saluant Mistral comme son premier maître. Donc, quand on est reçu dans une académie, on fait un discours, et puis le président de l'année fait un discours en réponse. Et ce président, c'est Émile Pinchina. C'est Émile Pinchina qui est magistrat et avocat, qui est aussi un écrivain, qui a écrit sous le pseudonyme d'Émile Valentin. Lui, il connaît bien l'œuvre littéraire de Valère Bernard. Et il insiste là-dessus, il dit « Mais pourquoi vous n'en parlez pas plus? Vous êtes un très bon graveur, très, très connu, très reconnu, un très bon peintre, mais vous êtes aussi un grand romancier. » Et il cite, c'est lui qui cite, donc Bagatougne, La Paurie, et il fait savoir à toute l'Assemblée que Valère Bernard est un grand romancier. Cette humilité étrange rappelle une autre anecdote qu'il raconte à celui qui est, disons, son confident des dernières années, c'est le docteur Veuve. Il écrit beaucoup de lettres entre 34 et 35 au docteur Veuve, où il raconte sa vie. On dit que ce sont les mémoires de Valère Bernard. Et alors il raconte que dans le milieu très noble des décadents marseillais qu'il fréquentait au début, il dit, ces gens-là, ils regardent tous vers Paris, ce sont les brillants amis de ma jeunesse. Et alors, il disait, ils m'aimaient bien, mais ils ne voyaient en moi que le graveur et le peintre. Ils ignoraient totalement que j'eusse fait paraître Bagatougne et La Paurie. Ils auraient d'ailleurs méprisé ces deux œuvres. Il y a là l'expression du malaise fondamental de l'écriture en langue dominée, même les plus grands la ressentent à un moment ou l'autre. Et il faut lire, de ce point de vue, il faut relire ou lire Jouglar fait libre, son dernier roman, qui est écrit en 1930, où il traite ce thème, mais très fortement, très cruellement. Voilà, plus largement, je trouve que l'œuvre romanesque et poétique, avec sa cohérence profonde, n'a pas été encore, elle a été éditée, et on les remercie vivement pour cela, par le comité Valère Bernard, Paul Nouvier et Georges Ricard. Mais alors, on attend, il y aura, je pense, un jour, quelqu'un qui fera le travail équivalent pour l'œuvre littéraire de ce qu'a fait Jean-Roger Soubiran pour l'œuvre peinte et l'œuvre gravée.
Et ce qui donnera vraiment une vision syncrétique de ce génie de Valère Bernard. Et pour terminer, je citerai ce qu'en dit Fausta Garavini, qui est dans la littérature titanico-moderne, qu'elle a écrit en 70, qu'elle a publié en 70. Elle dit qu'il était un révolutionnaire. Bernard rimane un révolutionnaire ignorato. Il reste un révolutionnaire ignoré du public, ignorato. Et je pense qu'il est effectivement largement sous-dimensionné. Sa réception littéraire est encore largement sous-dimensionnée. Merci. Pour en savoir un petit peu plus sur les ouvrages de Valère Bernard, nous nous sommes rendus à Gravezon. Le village de Gravezon est pourtant bien loin du quai des Belges ou des collines qui entourent la cité phocéenne, cadre de l'histoire d'Angelo Davi. Oui, mais à Gravezon il y a l'Ustau di Petti, le siège du Credo. Le centre de recherche, d'études, de documentation et de diffusion DOC, une des bibliothèques les mieux fournies en matière provençale et méridionale, une donation faite par l'abbé Petit à sa commune de naissance. Ici, une équipe dynamique s'emploie à faire vivre et à développer un fonds impressionnant de livres qui touchent à notre langue, notre culture et à notre pays. Aquestoi essian, Isaki, zo, c'est faux avant ça. C'est Michel Buisson, le responsable du lieu, qui nous reçoit. Bien, come va bien? Ecco, vai, vous espéravo cette année. Alors, vous présentez l'œuvre de Valère Bernard. Nous commencerons par, bien sûr, le son plus connu, qui est Bagatuni, où il présente la communauté italienne et les bas-fonds de la ville de Marseille. La Pauria, où on a tout le milieu du peuple et du port qui est présenté là. Et bien sûr, en ce qui me concerne, l'ouvrage principal, Liboumian, où pour la première fois on a un écrivain qui va réhabiliter cette communauté à travers les limites et les frontières. Et puis, alors un ouvrage aussi assez intéressant qui est La légende d'Escarmonde, puisqu'il a été rédigé dans les 3 graphies, donc en français, en mistralien et puis en graphie classique, qui est quand même une particularité. Alors les ouvrages que je vous ai présentés ne reflètent pas l'œuvre intégrale de Valère Bernard, bien sûr, puisqu'il y a eu d'autres publications posthumes en particulier, à partir de la Férune et de Litanie, en passant par les rééditions de Bagatuni ou d'Angelo Davi, et bien sûr tout ce qui concerne sa biographie. Et je terminerai forcément par un de ses premiers poèmes, de ses premiers recueils de poèmes, qui sont les Ballades d'Aran, qui reflètent vraiment la personnalité de Valère Bernard, puisque son premier poème se termine en disant « Si vous testar et si vous provençal ». Sabem dizendo que sabem besoin d'un livre, ils ont credo qu'il faut venir, ou sabem besoin também d'entresigner. Alors, adesias et une de questions. Et vous accueillerez avec grand plaisir.